Ces images ont été tournées au Japon, dans la baie de Tokyo, le dimanche 2 septembre 1945, à bord d'un navire de guerre américain, le Missouri. Il y a quelques semaines, Hiroshima et Nagasaki ont été dévastés par des bombardements atomiques, et le Japon a annoncé sa volonté de déposer les armes. Ce matin, il était 9 heures, lorsque 11 représentants du gouvernement et des armées du Japon sont arrivés à bord du Missouri pour signer la capitulation de leur pays. Au micro, on reconnaît le général américain MacArthur, le chef suprême des puissances alliées. La mise en scène de cette cérémonie a été minutieusement préparée selon ses volontés. Une foule de militaires et quelques 170 caméramens, photographes, reporters radio et journalistes ont été conviés. Ce sont, en Asie, les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale. Mais juste avant qu'elle ne se termine, la cérémonie tourne au désordre, à la pagaille. Catastrophés par le document qui leur est remis, les Japonais commencent par le refuser. Que s'est-il passé? Pourquoi ce refus? Et pourquoi une telle mise en scène de cette capitulation sur le pont d'un navire? Quelles étaient les intentions du général MacArthur? Revenons à l'aube de ce dimanche 2 septembre 1945. C'est à bord d'un destroyer que la presse est transportée jusqu'au Missouri que l'on voit au large. Il est à peu près 7 heures. La cérémonie commencera à 9 heures précises. Le Missouri est un cuirassé de la 3e flotte américaine. Il y a encore quelques semaines, il bombardait des sites industriels japonais. La presse est composée de militaires et de civils, en majorité des Américains, mais il y a aussi quelques représentants des pays alliés. Lui, par exemple, c'est un caméraman soviétique. Moscou a envoyé une équipe de 8 personnes. La présence qui surprend le plus, c'est celle de reporters japonais. Ils ne sont pas invités. Leur présence est une exigence des vainqueurs pour que cet événement soit rapporté dans tout le pays. Un instant. Les hommes qui portent des brassards avec la lettre E, E pour escort, ont pour mission de surveiller ces reporters. Sur ces images, prises pendant que les journalistes s'installent, 2 Japonais sont déjà sous bonne garde. Les meilleures places sont attribuées aux caméramans américains. L'homme en imperméable, qui porte un calot, c'est le grand responsable de cette opération. Il a décidé de la place de toutes les caméras. Le colonel Kalish est un officier des services cinématographiques de l'armée américaine. Il a prévu des aménagements pour que l'espace réservé à la cérémonie ne soit pas envahi par la presse. Voilà la table prévue pour les signatures. Au dernier moment, elle sera remplacée par une plus grande. Et Kalish va la faire approcher d'une plateforme où il a installé les 2 caméras les plus importantes. Là, au-dessus d'une batterie de DCA, il y a aussi une grande plateforme pour les reporters. Et une autre un peu en contrebas. Et une dernière, là-bas, pour les journalistes de l'écrit. Quant au public, il y en a partout dans les hauteurs de la structure du navire. Des centaines de spectateurs et de journalistes installés comme au balcon d'une scène de théâtre. C'est pour cela que ce pont a été choisi. Voilà le trajet emprunté par le Missouri quand il a approché les côtes du Japon et lorsqu'il est entré dans la baie de Tokyo avant de jeter l'ancre loin de la terre, par mesure de sécurité. La ville de Tokyo est au nord de la baie, avec au centre le palais impérial. C'est à l'ouest, à l'aéroport d'Atsugi, que les avions de MacArthur et des autres signataires alliés ont atterri. Ils sont tous logés au Grand Hôtel, à Yokohama. Interdiction formelle d'aller à Tokyo tant que la capitulation n'est pas signée. C'est depuis le quai de la douane de Yokohama qu'ils rejoignent le Missouri. Après la presse, c'est au tour des représentants des Alliés d'embarquer. Pour la France, c'est le général Leclerc.
il est de passage à Tokyo avant de rejoindre l'Indochine. L'amiral Helfrich, que l'on voit saluer, sera le signataire pour les Néerlandais. Là, c'est le bouillonnant général Derevienko. Il signera pour les Soviétiques. Beaucoup plus discrets, les envoyés de la République de Chine. Pour eux, c'est la fin d'une guerre qui dure depuis près de 15 ans et dont le bilan dépasse les 15 millions de morts, civils et militaires. En plus des caméras déjà à bord du Missouri et de celles qui filment à quai, il y en a aussi dans les navettes. À moins d'une heure de la cérémonie, il règne encore un certain désordre sur le pont du navire. Mais presque tous les invités sont arrivés. On n'attend plus que les vedettes du spectacle, le général MacArthur et les Japonais. Sur ces images, en bas à gauche, on reconnaît Kalisch, l'organisateur. Il a du souci avec les Soviétiques, qui veulent s'installer où bon leur semble. C'est avec les honneurs dus à son rang que MacArthur va être accueilli. Le sol est mouillé. Il a plu cette nuit. Il y a 2 jours, un typhon a balayé l'archipel. Encore une averse, et il sera impossible de maintenir la cérémonie en plein air. Une cérémonie qui représente le triomphe personnel du général MacArthur. C'est le président Truman en personne qui lui a confié la responsabilité militaire et politique de cette capitulation. Derrière lui, à droite, en blouson sombre, on reconnaît son chef d'état-major, le général Sutherland. Avant que le Japon ne demande à se rendre, il préparait activement l'invasion de l'archipel. Un premier débarquement était prévu dans l'île de Kyushu. Un second, plus à l'est, dans la région de Tokyo. Les forces japonaises étaient d'environ 3 millions de soldats. Et elles sont toujours en armes à l'instant où MacArthur monte à bord du Missouri. Il est accueilli par les amiraux Nimitz et Halsey. La table est prête, les invités américains bien alignés. MacArthur, Nimitz et Halsey ont prévu de patienter dans une cabine en attendant l'arrivée de la délégation japonaise. Petit retour en arrière. Regardez. Un photographe japonais tente de prendre une image. Pas question. Le geste de l'homme à brassard est catégorique. Pas d'image vers les coulisses. Retournons au quai des douanes. Des gardes en armes escortent la délégation japonaise. Elle arrive directement du palais impérial. Les Japonais sont les derniers à rejoindre le Missouri. Celui que l'on voit sortir, c'est Mamoru Shigemitsu, le ministre des Affaires étrangères. Avant la guerre, il a été ambassadeur à Londres, Moscou et Shanghai. Il est suivi par 10 autres personnes, civiles et militaires. Ils ont tous été désignés. Ils auraient tous préféré ne pas l'être. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que des caméramans les filment jusque dans la cabine pendant la traversée. À droite, on reconnaît le ministre Shigemitsu. À gauche, le général Umezu, un des plus acharnés à poursuivre la guerre. C'est pourtant lui qui va signer la capitulation au nom des militaires. Leur traversée se termine en baleinière. Pour être sûr qu'ils seront à l'heure sur le pont du Missouri, chaque étape de leur trajet a été plusieurs fois répétée et chronométrée. Le ministre Shigemitsu a perdu une jambe lors d'un attentat anti-japonais en Chine, à Shanghai, en 1932. Le général MacArthur va maintenant les faire attendre, sous le regard de la presse et de centaines de spectateurs.
Il y a quelques jours, l'un d'entre eux est allé aux Philippines pour préparer la capitulation. C'est lui, Kazuo Okazaki, directeur du renseignement au ministère des Affaires étrangères. C'était il y a 2 semaines, le 19 août. Embarqué dans des avions repeints en blanc, avec des croix vertes pour ne pas être pris pour cible, la délégation est passée par Okinawa et elle a rejoint Manille, aux Philippines, après 20 heures de vol. Il y avait foule de GI pour voir cet ennemi que l'on combattait il y a encore quelques jours. Les négociations ont commencé le soir même et se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Elles étaient dirigées par le général Sutherland, que l'on voit là. En blanc, avec des lunettes, on reconnaît Kazuo Okazaki. En moins de 24 heures, ils ont précisé au mot près les termes de la capitulation. MacArthur n'assiste à aucune réunion. Il a décidé d'attendre son arrivée au Japon pour se montrer. Cela fait maintenant un bon moment que les représentants japonais attendent, sans bouger, l'arrivée de MacArthur et que la cérémonie commence. Pour ceux qui font des images, c'est parfait. Pour les 11 Japonais, c'est un calvaire. MacArthur se décide enfin à sortir de la cabine avec les 2 amiraux, Nimitz et Halsey. En ouverture de cérémonie, il va faire un discours que la radio CBS va diffuser en direct aux États-Unis. Écoutons ses premières paroles. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. Ce discours n'est pas compris par tout le monde. À l'évidence, le général Derevienko se fait souffler une traduction. Quant aux Japonais, ils ne comprennent pas tous l'anglais. Le discours se termine sur un ton et avec un geste qui sont clairs pour tous. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Moment solennel. Le ministre Shigemitsu est le premier à signer l'acte de capitulation. Il y a 2 exemplaires, un pour les Alliés, l'autre pour le Japon. Revoyons ces images. Celui qui l'accompagne parle parfaitement l'anglais. Son nom, Toshikazu Kaze. Lui aussi travaille aux affaires étrangères. Il assiste son ministre car les documents ne sont rédigés qu'en anglais. Le ministre vérifie sur un brouillon, puis il regarde l'heure sur sa montre, sur celle de Kaze, puis sur celle du général Sutherland. Il est 9h04. Voilà le document. Après avoir inscrit l'heure en haut à droite, Mamoru Shigemitsu a signé le premier acte. Puis il a recommencé pour l'exemplaire destiné à l'empereur. La façon de faire de celui qui vient après lui est très différente. Le général Umezu n'est pas assisté et il préfère rester debout. MacArthur comme Sutherland sont particulièrement attentifs à ce qu'il fait. Le moment est crucial. Puis c'est au tour du général MacArthur et il s'annonce lui-même. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign?
À droite, les deux généraux conviés par MacArthur comme témoins privilégiés de ces signatures. Les voilà filmés quand ils ont embarqué. Wainwright, l'Américain, est suivi par Percival, l'Anglais. En 1942, ils se sont rendus aux Japonais, l'un aux Philippines, l'autre à Singapour. Pour eux, c'est un jour de revanche. En cours de signature, MacArthur offre à Wainwright le stylo qu'il vient d'utiliser. Puis il destine un second stylo à l'Anglais Percival. En tout, MacArthur va en utiliser 6. À sa façon, il ajoute de l'inattendu à la mise en scène de cette capitulation. Une mise en scène autrement plus spectaculaire que celle de la reddition allemande à Berlin, il y a 4 mois. C'est au cours de la nuit du 8 au 9 mai 1945, dans une salle mal éclairée, que la cérémonie dirigée par les Soviétiques a eu lieu. Le discours d'ouverture a été prononcé par le maréchal russe Zhukov. La délégation allemande, avec à sa tête le maréchal Keitel, entre dans la salle un peu plus tard pour signer l'acte de reddition. Il n'y a que 17 représentants de la presse, mais les places sont chères pour approcher les signataires. Revoyons ça. Regardez, derrière, un reporter a même dû se hisser sur un siège. En avant-plan, c'est le Britannique Arthur Tedder. Il représente le chef suprême des forces en Europe, le général Eisenhower. Ni Tedder, ni son voisin Zhukov, qui a conduit ses troupes à l'assaut de Berlin, ne prennent la pose pour les caméras. Cette cérémonie marque la fin de la guerre en Europe, mais on est loin du spectacle voulu par MacArthur à bord du Missouri, le 2 septembre 1945. Maintenant qu'il a signé, il appelle l'un après l'autre le représentant des États-Unis, celui de la République de Chine, du Royaume-Uni et de l'URSS, pour qu'ils signent à leur tour les 2 documents. Les 11 Japonais sont toujours là, debout, à la même place. Revenons à des images du général Derevienko quand MacArthur l'a appelé. Contrairement à ce qui s'est passé à Berlin, il n'y a personne pour montrer où il faut signer. Discrètement, Sutherland vient vérifier. MacArthur, lui aussi, vient contrôler que tout se passe bien. Le général Derevienko prend son temps avant d'apposer sa signature sur l'exemplaire japonais. En échange de leur entrée en guerre, les Soviétiques voulaient participer à l'occupation du Japon. Les États-Unis ont fermement refusé. La signature de Derevienko doit provoquer un certain soulagement. Puis c'est au tour des représentants de l'Australie, du Canada, de la France, des Pays-Bas et enfin de la Nouvelle-Zélande de venir à la table. Regardons plus attentivement le signataire néerlandais. Son pays est entré en guerre en 1942, quand le Japon a envahi les Indes néerlandaises, la future Indonésie. L'amiral Helfrich hésite beaucoup à signer le second document. Quelque chose le tracasse. Il faut que MacArthur vienne à lui pour qu'il se décide à écrire son nom. Car il y a bien un problème. L'un des signataires précédents a fait une erreur. C'est le Canadien, le colonel Cosgrave. Regardons comment cela s'est passé. Il jette d'abord un coup d'œil aux documents destinés aux Japonais, puis se penche vers l'autre. Un instant. Revoyons ça beaucoup plus lentement. Cosgrave commence à écrire et se ravise. La bonne ligne est tout dessus. Et c'est heureusement là qu'il pose sa signature. Puis il se précipite un peu sur le second document. Aïe, cette fois, catastrophe. Cosgrave se trompe de ligne. Au lieu d'écrire au-dessus de son titre, il a signé en dessous. Résultat,
Les signatures du néerlandais, du français et du néo-zélandais ont été décalées. La cérémonie touche à sa fin et le général MacArthur va prononcer quelques mots avant de quitter la scène. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed. Il est maintenant prévu qu'il retrouve les autres signataires alliés pour une collation dans une cabine. C'est son bras droit, le général Sutherland, qui a la tâche de remettre aux Japonais le document qui leur est destiné. Celui qui arrive par la gauche, c'est l'amiral néerlandais. Il tient à faire savoir qu'il y a un problème avec ce document. En quelques instants, c'est le désordre. Un autre Japonais vient prendre des nouvelles. Pendant ce temps-là, en arrière-plan, des reporters commencent à ranger leur matériel. Voilà le colonel Kalish, le responsable des caméras. Il vient déjà chercher les bobines de films tournées pour les envoyer d'urgence aux États-Unis où elles seront développées. Les Japonais ne savent que faire. Ils demandent maintenant conseil à leur ministre Shigemitsu. Apparemment, les militaires ne participent pas au conciliabule. Pendant ce temps-là, le général MacArthur, qui a retiré sa casquette, regarde la scène de loin, mais il ne va pas intervenir. Les Japonais montrent la partie du document qu'ils veulent faire corriger par le général MacArthur en personne. Très habilement, Sutherland se propose de le faire lui-même. Il s'exécute immédiatement. Il réécrit les titres des signataires à leur bonne place, fait quelques ratures et paraphe ses corrections. Voilà le résultat. C'est donc avec ce document très officiel mais raturé qu'ils vont retourner au palais impérial. Leur départ se déroule dans l'indifférence générale. Le spectacle est ailleurs, dans le ciel. Des centaines d'avions américains survolent le Missouri. Une façon de rappeler à tous que le pouvoir est entre les mains américaines. Mais revenons à l'instant précis où, après son discours, MacArthur a quitté la scène. Regardez le général Sutherland. Il confie d'abord des papiers à Okazaki. Ce n'est qu'après qu'il s'intéresse à l'acte de capitulation. Dans la confusion, un geste important, essentiel, a échappé à l'attention générale. Un instant. Ces papiers confiés à Okazaki, de quoi s'agit-il ? Regardons-les de plus près. Si l'on retourne le document, voilà ce que l'on peut lire. Ordre général, numéro 1. Okazaki a tout de suite confié ses papiers à Kase. Ce sont les ordres américains concernant le désarmement immédiat de toutes les forces japonaises dans le pays et hors du pays. C'est le premier acte de l'occupation du Japon. Lorsque, quelques minutes plus tard, MacArthur revient à Yokohama, la guerre est finie et l'occupation américaine du Japon commence. MacArthur ne commande plus les forces alliées. Il est maintenant le nouveau maître de ce pays. Quelques jours plus tard, le 8 septembre 1945, MacArthur fait son entrée officielle à Tokyo. Dans l'après-midi, il vient à l'ambassade américaine pour assister à un lever des couleurs. Le drapeau choisi pour la cérémonie flottait à Washington le 7 décembre 1941, quand le Japon a attaqué la base américaine de Pearl Harbor. Dans quelques jours, le général MacArthur va rencontrer l'empereur Hirohito. Voilà une photo de leur rencontre. Afin d'assurer la stabilité du pays, MacArthur va préserver l'empereur, l'absoudre de toute responsabilité pendant la guerre. Mais l'occupation du Japon
va se poursuivre longtemps, jusqu'en 1952.